c'est mieux comme ça. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Non, normalement, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année, puisqu'on ne s'est pas encore vu de visu, en tout cas, jusqu'ici. On s'est échangé nos vœux par mail, au téléphone, etc. Mais de visu, pas encore. Donc, c'est l'occasion, bien sûr, de vous présenter tous nos vœux pour cette année 2022 qui a déjà démarré hein, et qui avance quand même déjà rapidement, parce qu'on est déjà le 17 janvier. Mais en tout cas, espérons qu'elle soit meilleure que la précédente pour tout le monde, pour tous, dans tous les domaines, et espérons surtout plus de solidarité, de fraternité, d'entente, de partage ensemble et de bons moments, notamment de bons moments bien sûr amicaux, c'est très important, mais aussi bien sûr des bons moments de culture, parce que la culture est évidemment un pilier essentiel, parce que Laure est à Ernest. Cheers. Français. Alors, bonsoir à tous et merci d'être nombreux à la Cave Bianchi. Merci à la Cave Bianchi aussi de bien nous recevoir, comme d'habitude. Et merci à l'association Vague de Soleil, par le biais de laquelle je peux présenter cette conférence sur Ernest Pignon-Ernest. Et bien sûr, merci à Jean-Pierre Crémieux qui est là, l'organisateur, l'organisateur de l'association Les Amis de la Liberté, dont le président est l'artiste que je présente, Ernest Pignon-Ernest. Voilà, donc pour venir à cet artiste, Ernest Pignon-Ernest est un niçois, donc voilà, une bonne nouvelle. Ernest Pignon-Ernest est un niçois, il est né en 1942. Et donc, je vais camper un peu le tableau familial hein, pour l'introduire, c'est-à-dire que son père, Louis Pignon-Ernest, non pas Louis Pignon-Ernest, Louis Pignon, travaillait aux abattoirs de Nice, et sa femme travaillait comme coiffeuse. Il avait, ou il a toujours, enfin, je ne sais pas, enfin, 2 frères et 2 sœurs. Voilà. Donc, de petit, évidemment, il aimait dessiner déjà. Hein. Donc, au départ, il copiait des cartes postales et très jeune, il a travaillé. Il a été autonome économiquement. À 15 ans, il a démarché des architectes en main avec ses dessins qu'il faisait. Et il y a un architecte qui a bien voulu l'embaucher. Et de ce fait, depuis l'âge de 15 ans, il est autonome économiquement. Donc, on va aussi passer donc, maintenant à ses influences. Donc, ces influences artistiques qui l'ont mené à faire ce que je vais développer tout au long de cette conférence. Donc, avant tout et par-dessus tout, parmi d'autres artistes, il a été influencé et il a admiré l'artiste Picasso. Donc, et comment c'est arrivé cette admiration pour Picasso? Donc, il y a 2 anecdotes à vous raconter, deux événements qui se sont passés. En 1955, il y a eu Georges-André Clouzot, qui était un cinéaste et qui était un grand ami de Picasso, qui a décidé de faire un film sur Picasso, mais il ne voulait pas faire un film... il voulait faire un film qui marque les esprits, forcément. Et donc, il était au studio de la Victorine à Nice, justement, et il a convié Picasso. Et pour que ça fasse un film qui marque les esprits, il a demandé à Picasso qu'il exerce devant une toile blanche, qu'il fasse ses créations comme ça sur le vif, comme ça, l'improvisation. Et donc Ernest Pignon-Ernest a vu ce petit film, il a été complètement bluffé et conquis déjà par cette prestation du grand artiste qui était Picasso, de faire des créations improvisées en direct sur une toile blanche.
ensuite, il y a un deuxième événement qui a fait aussi que ça a déterminé également le chemin qu'il a suivi par la suite. C'est toujours au sujet de Picasso. C'est sur un Paris Match. Il y a eu un article au sujet de portraits qu'il avait fait au sujet de Sylvette David en 1954. Sylvette David, on ne connaît pas forcément cette muse qu'il a eue. Et c'est une muse qui a été une muse furtive, qui ne s'est pas accrochée à Picasso, qui s'est trouvée sur son chemin à Valoris en 1954. Elle est venue rejoindre sa mère, elle était venue en vacances à Valoris. Picasso l'a remarqué et il a fait déjà son portrait comme ça de mémoire, et après il a réussi à l'aborder et lui demander quelle pose pour elle. Bon, c'est vrai qu'elle avait un look un petit peu à la Bardot, blonde, charmante. Et au début, elle s'est refusée, et après, en insistant lourdement, il a fait quand même 40 portraits de cette muse éphémère. Et donc, pour revenir à Ernest Pignot-Ernest, il a vu ça, il a été bluffé. Et lui qui faisait ses dessins très réalistes sur des cartes postales, et qui ne rêvait à ce moment-là, parce que il ne rêvait juste, il voulait exposer à la salle de la mairie ses dessins. Là, il a vu que le dessin et la peinture pouvaient ouvrir à une grande sensualité et une grande sensualité, une grande liberté. Donc ça a modifié sa façon également de voir les choses, ça lui a ouvert des portes dans sa voie d'artiste. Donc je vous ai mis quelques portraits de Sylvette faits par Picasso. Alors ensuite, on avance un petit peu et évidemment on rentre dans des périodes qui sont très connues par les artistes locaux et par les personnes qui ont traversé ces années. Ernest Pignot-Ernest a fréquenté, comme beaucoup d'autres artistes de l'école de Nice, le laboratoire 32, et ça c'était en 1959. Ça s'appelait aussi le magasin, et c'était rue Tondu-Petit de l'Escarel. Ça a été créé en 1958 par Benjamin Vautier, Ben, que l'on connaît tous, et également par beaucoup d'artistes de l'école de Nice, comme Viala, Aloco, Venet, Martial Reis, et j'en passe. Donc il a fréquenté cet endroit où c'était un endroit de rencontre, d'échange, de création, et toute cette vitrine que vous voyez, évidemment, vous reconnaissez des œuvres de Ben, qui avait décoré sa devanture de ses œuvres hétéroclites. Alors, donc nous poursuivons le parcours de Ernest Pignot-Ernest. Donc entre-temps, il a été à la guerre d'Algérie, puisque il était dans cette période de la guerre d'Algérie. Inutile de vous dire que cette période-là lui a donné conscience de pas mal de choses politiquement parlant. Et pour la petite anecdote, donc il était engagé en Kabylie, et sur un journal local où il y avait les annonces de mariage, des petites annonces locales, il a dessiné le taureau de Guernica. Et ce taureau de Guernica, il l'a dessiné avec comme un camouflage, et ça s'est transformé un petit peu un message comme quoi ce taureau de Guernica, c'était aussi un rapport avec le tableau si connu de Picasso, Guernica. Et parce que, pour tout vous dire également, comme on parle de Guernica, et Ernest Pignot-Ernest est un très grand admirateur de Picasso, à tel point qu'il a été à Madrid plusieurs fois, et il s'est imprégné et il a enregistré le tableau de Guernica qu'il a pu reproduire de tête, sans copier, de tête il a reproduit le tableau de Guernica. Comme quoi il a été très influencé par l'artiste qui est
qu'était Picasso. Donc, pour revenir au plateau d'Albion, donc il est parti dans les années 66, il a loué une camionnette, il est parti dans le Vaucluse, et il a trouvé un atelier dans un ancien café dans le village de Métanis, près de Venasque, et près du plateau d'Albion. Comme il avait suffisamment travaillé pour se mettre des sous de côté, il s'est dit, hop, je prends la direction du Vaucluse, qui aimait beaucoup comme région et qui lui faisait penser à la Toscane, et la petite Toscane, et il va là-bas décider de faire un an, de se consacrer à la peinture, parce qu'au départ, il voulait faire de la peinture. Alors, ce qui se passe à cet endroit-là, parce qu'en fin de compte, sa carrière est arrivée au point où il en est maintenant, c'est fait de découvertes et d'événements qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est. Donc, au départ, il voulait faire de la peinture. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé, sa trajectoire a changé? C'est-à-dire que à Métanis, près du plateau d'Albion, il a appris par René Char, qui a divulgué l'information, comme quoi il y avait une puissance des missiles atomiques beaucoup plus puissants nucléaires, beaucoup plus puissants que ceux de Hiroshima et Nagasaki, qui s'implantaient là, en dessous des champs de lavande. Et donc ça a été un choc pour lui et beaucoup d'autres. Donc il s'implantait en étant 66 jusqu'en dessous de ce paysage qui est féerique. Donc il a réagi d'une façon, évidemment, il a été choqué, tous ces René Char, etc., ils ont commencé à faire un groupe ensemble et créer une revue. Et il a réfléchi, ça lui a pris un certain temps, il a réfléchi comment il pouvait montrer artistiquement ce qui allait se passer là, au plateau d'Albion. Donc il s'est dit, en peinture, je ne peux pas représenter la force de ces missiles nucléaires qui sont beaucoup plus puissants que Hiroshima, et on savait le mal que ça avait fait. Je ne peux pas le représenter en peinture, à moins que je sois Picasso. À moins que je sois Picasso, c'est ce qu'il disait. Et il a décidé donc de... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a décidé? Après mûre réflexion, il a décidé... Il est tombé sur une photo. Voilà, il est tombé sur cette photo, qui était une photo de Matsumoto Elishi à Nagasaki. Et ce que vous voyez là, c'est l'empreinte sur un mur d'un homme. C'est-à-dire qu'à l'explosion nucléaire à Nagasaki, elle a été tellement puissante qu'il ne restait plus que l'ombre de l'homme sur le mur. C'est-à-dire qu'il a été pulvérisé. Il a été complètement pulvérisé, il ne reste que l'ombre de cet homme sur le mur. Donc ça l'a complètement, vraiment choqué. Et de ce fait, il a eu, alors c'est l'empreinte d'un homme sur le mur. Donc de là commence la trajectoire artistique d'Ernest Pignon-Ernest. Donc, ce qu'il a décidé, il fallait qu'il emprunte, qu'il fasse une impression sur le paysage et sur le pays, carrément, qui touche le paysage et le pays, et la conscience des gens. Donc, il a fait un pochoir de cette photo et il l'a collé un peu partout sur la trajectoire du plateau d'Albion, c'est-à-dire sur les murs des maisons, les quelques maisons qu'il y avait, sur les murets, sur tout ce qu'il pouvait, pour alerter et mettre en éveil la conscience des gens en disant il a fait
pour aviser et avertir de ce qui allait se produire à cet endroit-là, de la gravité, de la violence, de ce qui allait se produire là-bas. Comme il dit, il avait été là-bas, c'était pour la beauté du lieu, c'était pour le chant des lavandes, les abeilles, enfin tout ce que ça représentait, la petite Toscane. Alors, là je vous présente entre-temps également Ernest Pignon-Ernest. Et depuis 50 ans, il habite à La Ruche. À La Ruche, il a aussi un atelier. Il a un atelier à Évry-sur-Seine aussi. Il habite là, à La Ruche. La Ruche, c'est un endroit emblématique pour les artistes à Paris. Ça a été créé en 1900 par Alfred Boucher, qui était un sculpteur très connu de cette époque-là, et qui avait utilisé les restes de l'exposition de Paris, alors il l'a créé en 1902, et ça avait été réalisé avec des restes de l'exposition de 1900, les restes en fer, etc. Et là, c'est un endroit emblématique, puisque des artistes qui fuyaient les pogroms de Russie, les artistes juifs qui fuyaient les pogroms de Russie se sont réfugiés, sont venus à Paris et ont été accueillis à cet endroit-là, où il y avait plusieurs ateliers. Donc ces artistes comme Chagall, Crémeigne, Kikouane et même Fernand Léger est venu là. Donc Ernest Pignon-Ernest a un atelier, un endroit où il vit ici à La Ruche. Là, on ne voit pas très bien, mais c'est à l'endroit avec au milieu de son atelier et de ses œuvres. Alors, ceci, c'est une œuvre qui date, les gisants, de 1971. Et c'est à l'occasion on l'avait convié à Bruxelles à l'occasion des 100 ans de la Commune. Donc 1871, la Commune, et on lui avait demandé de faire un travail. Donc il a fait des recherches, comme il fait toujours, Ernest Pignon-Ernest, lorsqu'on lui demande un travail ou qu'il va commencer un travail, il fait beaucoup de recherches historiques, symboliques. Ça, on va revenir au fur et à mesure que je vais développer son travail. Donc il a fait des recherches, il a beaucoup lu, etc. Donc il a voulu, comment s'y était le prix. Il s'est inspiré des gisants qui existaient au Moyen-Âge. Et ces gisants, alors c'était les 100 ans de la Commune, donc il a fait des sérigraphies et apposé des images sur les marches du Sacré-Cœur, à la butte aux Cailles, sur tous les endroits où il y avait eu des barricades qui ont fait beaucoup de morts chez les fédérés contre l'armée versaillaise. Donc il y a eu aussi également sur l'enceinte, le mur d'enceinte du cimetière de la ferme du Père-Lachaise, où il y a eu 147 fusillés de fédérés. Et il a décidé de faire un gisant, c'est-à-dire qu'il a fait 20 000 copies de ces sérigraphies du même gisant, qui représentait évidemment un fédéré qui avait été éliminé par l'armée versaillaise. Et pour la petite histoire, donc, alors il a fait, parce que aussi ces œuvres, il le fait aussi avec empreinte d'anachronisme. C'est-à-dire que là, c'était les 100 ans de la Commune, mais c'était également les 10 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Donc il a fait un parallèle avec ces deux événements. Aussi bien il a collé ces images, également au métro Charonne. Au métro Charonne,
il a également collé des images des personnes qui avaient été des manifestants qui manifestaient évidemment contre l'OAS et qui avaient été tués en descendant sur cette bouche de métro Charonne. Il a collé des images de ces cadavres. Donc il a fait un parallèle entre ces deux événements. Et quelle est la démarche d'Ernest Pignon-Ernest? Il dit que ces images, ce ne sont pas ces œuvres, ce sont les lieux où il les met, ces images. C'est-à-dire que les images sont rien par rapport aux lieux qu'il choisit spécifiquement pour les coller, parce qu'il choisit très précisément les lieux où il va apposer ces images. Donc il fait des recherches très précises sur ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Donc il fait des recherches historiques, symboliques, comme un anthropologue ou un sociologue. Donc ça, en ce qui concerne ça, j'ai une petite anecdote au sujet de l'image juste avant. Là, il n'avait pas prévu assez d'eau pour sa colle. Donc il avait collé plus qu'il n'avait prévu, quoi. Et donc, comme il colle la nuit, la plupart du temps, il colle la nuit. Hein, je vous expliquerai pourquoi il colle la nuit. Il s'est dit, mais mince, comment j'ai plus de colle? Donc, il avait un ami qui habitait pas loin de cet endroit, un artiste, et il a été chez lui pour lui demander de l'eau. Donc, il lui a donné de l'eau, et à ce moment-là, il y a un autre ami qui arrive, de Toulon, un autre artiste, et qui lui dit, ah, ben, qu'est-ce que tu fais? Alors, il explique, voilà, je colle. Il dit, ah, je peux venir avec toi? Donc, il l'a aidé à coller cette image. Et... donc, lui, au départ, en tout cas, il ne faisait absolument pas de photos de ses œuvres. Donc, ce sont, histoire très importante, ce sont des œuvres éphémères. C'est très important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'il les colle et elles durent ce qu'elles durent. Et comme il utilise beaucoup de papier fin, de papier journal, récupéré des rotatifs du journal, comme la Marseillaise, par exemple, eh ben, elles se détruisent au fur et à mesure de la météo, du temps, des gens qui l'arrachent peut-être, et c'est ce qu'il veut. Il veut, sa démarche et sa proposition, c'est qu'il n'impose pas ces images. Il y a des gens qui désirent, c'est libre à eux, il les offre comme ça au public sur des lieux qu'il a étudiés à l'avance. Donc, cette personne fait des photos, et c'est pour ça qu'on a cette photo-là, parce que lui, il ne faisait pas de photos, en tout cas, et cet homme qui l'a aidé a fait la photo de ces collages sur les marches du Sacré-Cœur. Alors là, donc, voilà un gisant, donc le gisant, et pour rappeler les gisants du Moyen-Âge, mais sauf que les gisants du Moyen-Âge étaient utilisés pour soit des nobles ou soit des ecclésiastiques. Alors que lui, il a choisi le gisant pour leur donner une sépulture, c'est-à-dire que ces personnes qui sont mortes sous les coups de l'armée, etc., étaient vouées à une fosse commune. Alors que là, il fait un rapprochement, les gisants, donc une image symbolique également, une image fortement symbolique, et c'est dans sa recherche de faire aussi des images symboliques pour frapper les esprits. Et il s'est inspiré également d'un tableau, parce que effectivement, ses influences, c'est Picasso, mais c'est aussi Bacon, c'est aussi des artistes, des peintres du Quattrocento et du Greco. Il a fait un voyage en 1959 avec sa compagne Yvette Ollier. Il a été à Tolède pour découvrir
enfin pour découvrir et pour admirer les peintures du Gréco. Et il a fait également un voyage à Florence avant d'aller à Métanis, et c'est pour ça qu'il a choisi le Vaucluse, parce que c'était pour lui la petite Florence, et il a été admiré des peintres qui étaient aussi pour lui des références artistiques, donc Mantegna, Masaccio, Luca Giordano, Martini, etc. Et donc là également, il s'est inspiré pour ses gisants de ce tableau de Mantegna, qui était un peintre de Mantoue du XIVe siècle, le Christ soutenu par deux anges. Parce qu'il y a également une notion religieuse qui va intervenir chez lui, bien qu'il soit athée, mais ça n'a rien à voir, qu'il soit athée, et que ses seules références, ce ne sont pas les saints, etc., mais c'est les poètes. Parce que ça aussi, c'est une notion très importante chez Ernest Pignon-Ernest, ce sont les poètes également. Alors là, c'est également une autre... il s'est aussi inspiré de cette photo pour faire le gisant, c'est-à-dire que c'est une photo des 12 cadavres du photographe de Disdéry. Ce sont 12 cadavres qui viennent de la commune, qui ont été évidemment éliminés par l'armée des Versaillais. Et il s'est inspiré également de cette photo qu'il a vue pour décider de faire ce gisant. Alors, en restant sur la commune encore, un personnage très important, un ami, un frère d'Ernest Pignon-Ernest, c'est Jean Ferrat. Jean Ferrat qui également, en 1971, alors qu'il a posé ces images de la commune, Jean Ferrat sortait la chanson sur la commune en 1971, et dans sa chanson, donc c'était un ami de Ernest Pignon-Ernest, et dans sa chanson il disait que ces personnes qui avaient participé à la défense de leur commune, c'était des ouvriers comme les ferronniers, des artisans tout simplement, mais qui avaient donné leur vie pour défendre tombé au nom de la commune. Donc Jean Ferrat qui était également un artiste, un artiste engagé, au même titre que Ernest Pignon-Ernest, vous l'aurez compris. Donc il a été à son enterrement, petite anecdote, il a été en Trague sur Volane, en Ardèche, Colette, qui était la compagne de Jean Ferrat, lui a offert les boules, les boules de pétanque, avec lesquelles il joue toujours, et qu'il a toujours dans son coffre de voiture. Voilà, c'est une petite anecdote sympathique. Alors nous passons en 1974, où nous arrivons à la ville de Nice, où Jean-Pierre, je crois qu'il nous a dit un petit mot à ce sujet. En 1974, Jacques Messin décide de jumeler la ville de Nice avec Cape Town, une ville qui était mise au rencard par la plupart des villes des démocraties, comme quoi ils faisaient, ils étaient à l'écart des populations qui considéraient inférieures à eux, donc la population noire, et qu'on appelait l'apartheid. Donc il arrive dans sa ville de Nice, lui il apprend cette nouvelle, donc il décide pendant la nuit, la veille des manifestations de l'inauguration de ce jumelage qui avait lieu. Il y avait une manifestation qui avait lieu de la mairie jusqu'au stade, alors qu'au stade se jouait les Springboks. Et il décide de coller sur le parcours donc ces images représentant un couple noir avec un enfant qui regarde sévère et qui fait face aux gens. Hein. Alors il s'est dit pourquoi il a choisi cette image et pourquoi il n'a pas choisi par exemple une image de torture, de choses comme ça. Eh bien, bien qu'il veuille dénoncer
le fait qu'il y avait la torture là-bas et de la discrimination, de la torture, etc., il ne voulait pas choquer les gens de cette manière, c'est-à-dire qu'il voulait montrer un couple de personnes comme vous et moi, et atteindre comme ça la conscience des gens à travers une image de personnes qui faisaient partie du quotidien des gens qui le regardaient. Et pas, la torture, ça ne fait pas partie du quotidien des gens qui regardent ces images. Mais évidemment, elles ont été déchirées par la police. Mais en attendant, après cette action, il y a eu un nombre d'artistes qui se sont soulevés pour lutter contre cette injustice effroyable et ces discriminations faites en Afrique du Sud. Donc il y a eu Antonio Sora, qui est un peintre espagnol, et Jacques Derrida, entre autres, qui est un philosophe. Et également, il y a eu Roy Lichtenstein, également Soulage, et d'autres artistes qui ont participé à créer des œuvres en faveur pour lutter contre cet état de fait, de discrimination et de violence faite aux personnes qui habitaient d'Afrique du Sud. Et ils ont signé comme un traité, comme quoi ces œuvres, ils les remettraient au premier président qui serait démocrate, et ils iraient leur donner ces œuvres. Et donc, c'est arrivé après. Donc là, c'est encore également une image de ce couple avec ses enfants. Et c'est arrivé lorsque Nelson Mandela, en 1994, est devenu président et qui était un fervent et qui a fait énormément d'années de prison et qui a lutté contre cette discrimination, qui a enfin eu gain de cause et qui est devenu président. Il a été lui-même, il a été reçu par Nelson Mandela et ils leur ont remis les œuvres qu'ils avaient fait, tout ce groupe d'artistes qui avaient œuvré à travers leur création pour s'élever contre cette violence et cette injustice perpétrée en Afrique du Sud. Alors, vous aurez compris au fur et à mesure que je vous montre ces images qu'Ernest Pignot-Ernest, à travers ses créations et sa vie artistique, s'est élevé contre les souffrances qu'on a fait à l'homme, de différentes manières. Et par là même, il me vient une réflexion que je n'ai pas éclaircie au début de la conférence. J'ai fait beaucoup de personnes, enfin beaucoup, certaines personnes annoncent Ernest Pignot-Ernest comme un pionnier humaniste. Ça, on garde pionnier humaniste du street art. Et street art, on l'enlève. Parce qu'il n'est pas d'accord avec cette définition. Il préfère pionnier humaniste de l'art urbain. Street art, ça existe. Lui, il a commencé 30 ans avant que ça n'arrive, le street art, à faire ces collages, entre guillemets, d'images, ces dessins sur des lieux très spécifiques. Donc, il n'aime pas. Il dit, je pense que je ne trahis pas sa pensée, il dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Lui, c'est pas lui qui dit que c'est bien au-delà, mais c'est moi qui rajoute, c'est bien différent, quoi. Il colle des images, mais il y a toute une étude autour de ces images qu'il colle. Donc c'est bien différent. Donc je voulais juste faire ce petit éclaircissement en son nom. Donc effectivement, les images que je vais vous montrer, c'est basé sur une prise de conscience, faire prendre conscience aux gens, une grande humanité. L'homme, c'est l'homme qui est
en premier, qui est la personne qui est la plus importante, qu'il représente dans ses œuvres, l'homme. Et donc, à nouveau, nous sommes à Avignon en 1974, et il représente des émigrés dans un soupirail. Donc, c'est des hommes qui souffrent dans un soupirail. Donc, il les représente au ras du sol. Donc déjà, rien que cette image nous montre que ces hommes, a priori, enfin pas a priori, puisqu'il a discuté avec ces personnes, ces immigrés, ces travailleurs immigrés qui étaient embauchés beaucoup dans ces années-là parce qu'il y avait beaucoup de transformations dans les villes et on avait besoin de personnes pour travailler, ils étaient embauchés. Il a été dans les Sonacotra, il a travaillé avec il a beaucoup parlé avec ces hommes, et les œuvres qu'il a faites sont faites de tout ce qu'il en a tiré, des échanges qu'il a eus avec ces hommes. Donc il les a représentés en ras du sol parce qu'il a constaté qu'ils étaient vraiment soit dans des caves, soit dans des sous-sols, et que c'est des endroits où personne ne les remarquait, où ils étaient comme... Moi, ça me fait penser un peu enfin, je veux dire, à l'image de bêtes qu'on trouve dans les sous-sols, quoi. Des rats, oui, voilà, dans les sous-sols, dans les caves, etc. Donc il a voulu s'élever contre ça et montrer effectivement que c'est encore une prise de conscience sur les conditions de ces hommes que l'on traite pas comme des humains. Voilà. Donc il a fait dans une image. Donc justement, ce soupirail montre qu'ils sont au ras du sol, au ras des pâquerettes, et qu'ils n'ont pas leur statut d'homme de pied en cap, debout. Là, en 1978, il fait... Alors, je pense que ces images vous parlent. Il y a donc, il a fait énormément d'œuvres de travail, mais j'ai choisi, je ne peux pas parler en 1h30 de tout ce qu'il a fait, d'une façon suffisamment correcte et les survoler. On ne peut pas survoler le travail d'Ernest Pigneur-Ernest. Donc j'ai choisi des images marquantes et qui m'ont touchée personnellement, effectivement aussi. Donc les Expulsés de Paris en 1978, déjà et d'une, c'est référence à quelque chose qu'il a vécu lui-même quand il était enfant. Il a subi la douleur, enfin, et il a vu aussi ses parents et sa mère surtout souffrir lorsqu'ils ont été expulsés de là où ils habitaient depuis 30 ans. Donc on les a expulsés de l'endroit où ils avaient leur histoire, leurs habitudes, leur ancrage, et ça effectivement ça l'a marqué énormément. Et il a voulu effectivement également représenter ceci, parce que dans ces années-là, on reconstruisait, on rénovait des quartiers, etc. Et une fois, en passant devant un immeuble comme ça, il a été marqué, parce qu'il choisit, ça c'est très important, il choisit les endroits où il va apposer ses images, ses dessins, en fonction de l'histoire du lieu, de la symbolique, de l'histoire, de l'historie, de la symbolique, et pour que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les dessins en eux-mêmes ne sont pas, c'est lui qui le dit, hein, ce ne sont pas les œuvres, c'est ce qu'il y a également, ces images mises dans un endroit, un lieu qui les révèle. Les images sont faites pour révéler les lieux, exacerber les lieux, redonner vie à ces lieux, c'est-à-dire remettre de la conscience, redonner de la conscience aux gens, réactiver la mémoire, comme tout à l'heure la commune, etc. Tout à l'heure, lorsque je vous expliquais ça, il y a des gens, un tas de gens qui allaient piétiner ces collages, parce qu'ils allaient passer dessus. Mais au moins un ou deux ou trois allaient voir et ça allait réactiver sa mémoire. Donc il refaisait revivre à travers ces lieux l'histoire qui était
le pire pour lui, c'est l'oubli. Il ne faut pas oublier. Donc réactiver la mémoire, et dans ce cas-là, et dans ce processus, que les gens se souviennent. Et honorer la mémoire de ceux qui sont morts en voulant défendre leurs droits et leur posture d'homme, d'être debout. Donc son processus, c'est ça. Et là, il a vu, parce qu'il marche beaucoup, il étudie, il regarde, il repasse à plusieurs heures de la journée, etc. Ça, on va en parler pour Naples tout à l'heure, ça sera plus flagrant. Donc il a vu un immeuble complètement... il a vu un truc qui l'a marqué, c'était, ça avait dû être une chambre d'enfant où il y avait des papiers qui restaient collés sur un mur avec des oiseaux découpés, des choses comme ça, et ça signifiait que ça avait été une chambre d'enfant, l'espace du lit, et c'était une violence pour lui d'avoir atteint l'intimité des gens et d'avoir... C'était comme un viol pour lui. Et même en gardant ces images de mur avec ces collages, on le signait, c'était une œuvre, quoi. Et donc là, pour dire qu'il a représenté cet homme et cette femme qui qui sont déracinés, et on les extirpe de leur lieu où ils ont vécu pour partir on ne sait pas où. Voilà. Donc ça, toujours un témoignage de la souffrance des gens. Donc les poètes ont une grande importance pour Ernest Pignon-Ernest. Plusieurs poètes, évidemment, il a honoré et rendu hommage à plusieurs poètes. Donc Rimbaud, c'est synonyme de la liberté de penser. Et donc, depuis tout jeune, il a essayé de faire, il a dessiné des portraits de Rimbaud, etc., depuis tout jeune. Mais il s'est dit, je ne peux pas représenter Rimbaud en peinture, ou même, c'est pas qu'il n'aurait pas été capable, c'est pas ça, c'est que dans sa façon de penser, et dans la façon qu'il voulait représenter Rimbaud par rapport à ce qu'il représentait, la liberté, il s'est dit, on ne peut pas le représenter enfermé dans un cadre, on ne peut pas le représenter sur un socle, on ne peut pas le représenter de cette manière. La seule... Donc il a réfléchi encore. Et il a représenté au départ Rimbaud comme il aurait représenté James Dean, Bob Dylan, Kerouac, qui étaient des jeunes qui signifiaient, et dont la signification c'était la liberté et la jeunesse qui se posaient des questions. C'était ça. Donc il a fait des sérigraphies sur un papier très fin. Un papier très fin. Le papier a son importance. Le fait qu'on voit, il l'a représenté aussi, il y avait des graffitis, des choses comme ça sur les murs. Le papier a une importance parce que le papier, la fragilité du papier, le dessin qui se détériore petit à petit, montre la fragilité également de l'artiste ou de ce poète Rimbaud qu'il veut représenter. Donc tout a une relation, que ce soit le mur où il appose son image, son dessin, il étudie les aspérités du mur, l'enduit, est-ce que c'est de la chaux, la couleur, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce que la fissure va pas m'embêter dans le fait que je pose mon dessin, ma sérigraphie dessus. Il étudie tout a une importance. Tout a une importance pour la mise en valeur, et c'est pour ça que cet artiste est un artiste, un pionnier humaniste, et j'en connais pas d'autres comme lui, qui fait dont ses œuvres sont des œuvres
qui s'imbriquent dans le lieu et l'environnement. Donc, la fragilité de cet artiste, donc, il faut dire que pour remémorer un petit peu, vous remémorer un petit peu, même vous connaissez, mais comme ça on comprend sa démarche. C'est un artiste qui, à 20 ans, il a arrêté il a arrêté net, il a arrêté les poèmes, il a arrêté, il est parti en voyage et il a fait plein de métiers, il a même été accusé de faire du marchand d'armes, et il est mort à 37 ans. Donc c'est une vie très éphémère, une vie qu'il a vécu le plus librement possible, en se brûlant les ailes. Et ça va également dans le sens où ces dessins sont éphémères et ils sont voués à disparaître. Et ça pose question également de la finitude de l'homme, également, et de la vie qui est éphémère également. Donc tout est lié dans la démarche et la proposition de Ernest Pignon-Ernest. Donc là, une anecdote également. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il ne faisait pas de photos de ses œuvres. Et d'ailleurs, lors d'une interview pour une radio, la personne qui l'interviewe lui demande, ah ben on va vous demander des images, parce que c'est devenu une icône. Il y a eu au moins, de par le monde, plein d'images de Rimbaud qui ont été distribuées, et ça a été une icône, quoi. Et il a dit, mais moi j'en ai pas, j'ai tout collé, j'ai pas d'image, je n'en ai pas. Alors, il y a un auditeur qui écoutait la radio, c'était sans doute France Culture, et qui a entendu ça, et il a appelé, il a dit, ben, je suis un peu honteux, mais moi j'en ai 3 que j'ai décollés. Alors, il a dit, si vous voulez, il a dit, je vous en donne une, ou même 2. Et alors, c'est comme ça qu'il avait cette image, qu'il a pu présenter à une exposition. C'est grâce à cet auditeur, cet homme qui avait décollé des images, d'où également le message de l'œuvre de Ernest Pignon-Ernest. Il y en a qui peuvent les décoller parce que ils avaient envie d'en avoir une, et d'autres qui peuvent les arracher parce que ça leur plaît pas, ils sont pas d'accord, d'autres qui les piétinent, d'autres, enfin voilà. Alors aussi, donc c'est une liberté qui donne aux gens, il ne s'impose pas avec ces images, il les met, mais elles peuvent disparaître, les gens peuvent les enlever s'ils veulent. Voilà, il ne s'impose pas. Alors là, c'était en 1980, donc nous sommes à Certaldo, dans la banlieue de Florence, et donc nous allons en parler. On va amorcer la période, on arrive petit à petit vers Naples, et on va parler de Pasolini, Pier Paolo Pasolini. Et là, avant son arrivée à Naples et son travail sur Naples qui a duré plusieurs années, il est passé par Certaldo, qui est un lieu où a habité Pier Paolo Pasolini. Et également, on fait allusion à Boccace, qui était un écrivain, poète du XIIIe, XIVe siècle. Il a, parce que le Décaméron, ça veut, alors Déca ça veut dire 10, et Méron c'est en grec, c'est jours, donc les 10 jours, et ça fait allusion à l'œuvre qu'a fait aussi bien Boccace que Pier Paolo Pasolini. Et Pier Paolo Pasolini, je vous en parlerai un peu plus à la mesure qu'on va avancer, a fait tirer de l'œuvre de Boccace, qui avait fait 100 nouvelles, à peu près une centaine de nouvelles, sur l'amour des jeunes filles au Moyen-Âge, alors qu'ils sortaient de la peste, ils avaient une grande envie de vivre et d'aimer. Il a fait 10 nouvelles sur la vie de tout un chacun,
je vous développerai. Donc c'est pour ça qu'il a collé sur les murs et avec l'aide des habitants de Certaldo des dessins qu'il a fait d'hommes et de femmes nus qui grimpaient à une fenêtre. Tous des dessins qui montrent des personnages nus qui grimpent à une fenêtre comme pour imager bon, l'amour. Et ça représentait comme un drap qui était déroulé de la fenêtre après avoir passé une nuit assez agitée. Voilà l'hommage qu'il a fait au Boccace, qu'il a lu évidemment, et à sa référence artistique qui est Pasolini, dont on va parler plus amplement en avançant. Voilà. Donc le Boccace et le film également de Pasolini qu'il a fait, le Décaméron également, en référence au Boccace qui avait fait le Décaméron également au XIVe siècle. Alors, parlons de Pier Paolo Pasolini un petit peu avant d'arriver à Naples, parce que c'est une grande référence d'Ernest Pigno-Ernest dans son travail qu'il a fait à Naples. Pier Paolo Pasolini, pour vous camper le personnage, je pense que vous en avez entendu évidemment parler. C'est un homme, un journaliste, un écrivain, un poète, un homme très engagé, un homme plein de contradictions, un homme qui a été énormément décrié, qui a été beaucoup critiqué parce qu'il dénonçait. Il a dénoncé, entre autres, la société de consommation qui arrivait à grands pas, et puis la société qui était pour lui une nouvelle barbarie, la société de consommation, la société basée sur les finances, etc. Il l'avait vu déjà à son époque. Donc vous voyez que c'était un homme, donc il était catholique, marxiste et homosexuel. Donc voilà, déjà, catholique et marxiste, c'est un anachronisme. Donc déjà, pour vous camper le personnage, c'est un homme plein de contradictions, mais qui s'est battu toute sa vie pour essayer que les gens vivent mieux ou soient meilleurs, mais au fond de lui, il avait une grande lucidité, il savait ce qu'ils attendaient, ce qui arrivait à grands pas, et il l'avait vu. Donc, vous savez, effectivement, donc, il a fait plusieurs films, à Rome, à Hécatone, plusieurs films. Donc, et il a dû se battre toute sa vie. Il a essuyé de grandes violences par rapport à l'opinion publique. Il a eu quand même 14 prix. Donc c'est un homme qui défendait l'homme, qui défendait la condition humaine et l'homme. Et c'est pour ça, enfin, on comprend pourquoi Ernest Pigno-Ernest, ça ne pouvait pas être autrement, enfin, à ses yeux en tout cas, de le prendre comme référence dans son travail, en tout cas sur son travail sur Naples. Et vous savez qu'il est mort assassiné, donc en 1975, si je ne me trompe pas avec les dates, donc d'une façon assez violente également, assez violente. Alors à Certaldo, il a représenté la tête en bas et nue comme un Christ crucifié à l'envers, ou comme Saint-Pierre. Hein. Saint-Pierre, il a été crucifié à l'envers également, hein, Saint-Pierre. Donc maintenant que c'est comme un martyr des temps modernes. C'est pour ça que je vous ai un petit peu campé le personnage. Un personnage, comme je vous ai dit, qui a beaucoup souffert et qui malgré tout a continué à se battre et à revendiquer ses idées et ses opinions, etc. Et il l'a représenté de cette façon, comme un martyr des temps modernes.
Alors là, nous arrivons en 1981. Pablo Neruda, un des plus grands, ou le plus grand poète chilien. Lorsque Pinochet a fait un coup d'État et que le Chili est devenu un État fasciste, où les droits des citoyens a été supprimés, donc une grande violence encore, beaucoup de souffrance pour les Chiliens. On a fait appel à Ernest Pignon Ernest lorsqu'il y a des artistes chiliens qui sont venus se réfugier à Paris et il les a accueillis à la ruche. Et ils ont voulu qu'ils participent et qu'ils viennent à Santiago du Chili pour participer justement à lutter à sa manière avec des artistes chiliens contre cet État oppressif. Donc il a une faculté là-bas pour faire une conférence et bon, de suite ça a été arrêté par les policiers, mais on lui a demandé de faire une œuvre qui participe à la lutte contre ce régime, et évidemment l'image qui se présentait à lui sans aucun doute, c'était l'image de Pablo Neruda. Et ces artistes chiliens lui ont dit, mais avant de pouvoir afficher cette image de Pablo Neruda, il faut que tu vois Mathilde, sa femme, parce que tu ne peux pas sans lui demander l'autorisation. Donc il raconte cette anecdote. Il a eu un rendez-vous avec Mathilde là-bas, avec son dessin, et il était très impressionné parce que c'était une femme qui était très belle, mais qui ne parlait pas, qui était assez fermée. Lui, il était intimidé. Il a déroulé son dessin sur la table et elle ne parlait toujours pas. Et donc, il se demandait qu'est-ce qu'il en était. Il appréhendait, quoi, parce que c'était important pour lui. Il l'avait fait assez sérieux, comme on le voit là. Et donc, bon, à un moment, elle a réussi à parler. Il a dit, elle lui dit, mais Pablo n'était pas comme ça. Alors, mince, il se sent pas trop bien, parce qu'il se dit, bon, pardon, il était gêné. Et il fait, non, et puis bon, il y a un moment de silence, et puis après, elle lui dit, mais vous avez eu raison de le faire comme ça, parce que Pablo, il était toujours souriant, il souriait toujours, il ne faisait jamais la tête, mais à cette période-ci, il aurait été, comme vous l'avez représenté. Et il a dit d'ailleurs, Pablo Neruda, lorsqu'ils avaient été expulsés avec Mathilde, sur le bateau, il avait dit « Et maintenant, champagne pour tout le monde », avec un grand sourire, alors qu'ils étaient expulsés. Donc voilà la petite anecdote qu'il a racontée à ce sujet de cette entrevue. Et il l'a fait avec le poncho. Le poncho, c'était important de le représenter avec le poncho qui représente le peuple d'Amérique du Sud, le peuple, et qui représente la résistance, qui représente la lutte contre l'oppression et qui a mené les artistes chiliens plus facilement à présenter leurs œuvres et à participer à ce qu'ils avaient entrepris. Donc ça, c'est encore une intervention qu'il a fait évidemment à travers son art pour manifester son engagement contre l'oppression. Alors là, ça change un petit peu. Ça, je l'ai mis au milieu parce que ça m'a intriguée, mais c'est vrai que c'est une œuvre qui n'est pas comme les dessins et les collages. Alors, comment c'est arrivé ça? Il allait à un concert baroque à Uzeste. Uzeste, c'est une commune dans le sud-ouest. Et il a traversé la forêt des Landes. Et en traversant cette forêt des Landes, il a été intrigué par tous ces arbres, ces feuilles, ce végétal. Et il a dit, tiens, je me suis toujours pour l'instant occupée de coller des images ou mes dessins
dessins, mes images, dans des villes, sur des murs, dans des cités, mais j'ai jamais rien fait dans la nature. Mais il s'est dit, je ne veux pas coller des images, des dessins sur les arbres, ça rime à rien, c'est pas... Alors il a réfléchi ce qu'il pouvait faire. Et comme il avait Gudin, je crois que c'est Paul Gudin, il me semble, c'est un ingénieur biologiste, et qui avait trouvé le système de photosynthèse. Donc, c'est-à-dire ce qui rend vivant et ce qui fait vivre la végétation, le végétal, les arbres, par l'intermédiaire de la lumière. Et il s'est dit, voilà, il avait trouvé ce qu'il allait faire. Et ce qu'il a fait, c'est comme des sculptures, mais ce qui n'est pas important, c'est quelle forme a sa sculpture. C'est pas ça qu'il a voulu représenter. Il a voulu représenter la photosynthèse. C'est-à-dire que ce sont des représentations, elles sont faites avec des cellules végétales, elles ne vivent, elles se maintiennent qu'avec, si on les arrose, du soleil, etc. Hein, ce sont des personnages, hommes et femmes, des hommes végétaux, qui, il a voulu faire une rencontre avec l'homme et le végétal, c'est-à-dire ils sont là, elles embrassent l'arbre, il y a les feuilles, etc. Donc c'est l'homme végétal. Il a voulu représenter la photosynthèse. La photosynthèse, voilà ce qu'il a voulu représenter dans cette œuvre qui, effectivement, m'a interloquée parce qu'elle sort de sa démarche et de sa proposition de dessin qu'il colle. Et j'ai trouvé ça extrêmement poétique. Et c'est sa démarche aussi, que ce soit poétique. Elles existent encore, ces sculptures? Alors, les bonnes questions. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, elles ont été représentées à plusieurs endroits, au Jardin des Plantes également et tout, mais je ne sais pas si elles existent encore. Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas la réponse, malheureusement. Je vais aller faire de la recherche. Alors, nous arrivons à Naples. Alors, Naples, comment c'est arrivé Naples? Parce que Ernest, son parcours est fait de découvertes. C'est ça qui l'a fait avancer et choisir tel ou tel chemin, etc. Donc Naples, et c'est marrant parce qu'il raconte des anecdotes que je vous retransmets et que j'ai écoutées avec grand plaisir, des anecdotes qui arrivent à tout un chacun, mais lui, il en a fait autre chose. Il écoutait la radio, France Culture, et il a écouté une émission sur la musique des chants traditionnels ou la musique traditionnelle, la musique typique de cette région. Et il a beaucoup aimé. Et il s'est dit, mais un pays, un endroit où il y a de la musique comme ça peut être que beau, quoi, ça peut être que bien. Et il avait été il avait été appelé pour faire un travail là-bas. Et là-bas, il est resté, il est resté avec des allers-retours, mais son travail a duré plusieurs années. Alors, Naples, c'est un endroit qui est caractéristique et c'est un endroit dont la vie, la mort est très présente. Alors, pourquoi la mort est très présente? Bon, la lumière, l'ombre, la vie, la mort. Donc, j'en viens naturellement au Caravage. C'est une ville très ensoleillée. Par contre, il y a le Vésuve au-dessus de Naples. Il y a déjà Virgile disait dans son Énéide que les enfers c'était en dessous de Naples. Il y a la Camorra, il y a le Vésuve, il y a beaucoup de signes qui font que la mort est très présente à Naples.
Mais la vie également est très présente. Donc, tout naturellement, il est venu à faire de Pasolini et du Caravage les deux références de son œuvre qu'il a entrepris à Naples. Bon, Pasolini, vous savez pourquoi, enfin, vous avez compris. Le Caravage, c'est un artiste qui il a une vie d'artiste très mouvementée, il était d'une assez grande violence. Il traitait également le sacré également dans ses tableaux, le profane également. Il s'est retrouvé à Naples après avoir fui, il venait de Malte, il s'est retrouvé après maintes pérégrinations, il s'est retrouvé à Naples. Il était poursuivi, hein, et il était recherché, et à Naples, il a eu une rixe assez violente, où il a été gravement blessé, et il a demandé à Naples, au pape à Rome, de le pardonner, entre guillemets, je ne sais plus le terme, pour qu'il puisse retourner à Rome, parce qu'il était banni de Rome, parce qu'il avait tué quelqu'un à Rome, dans une bagarre. Donc le Caravage était un être proche du peuple, très violent, sans mesure, révolté dans son style, dans sa peinture. Et il s'était représenté, il avait fait plusieurs tableaux, 3 ou 4, de David et Goliath. Et le 4e tableau, le 3e ou 4e, il l'a fait à Naples. Et il s'est représenté avec sa tête tranchée à la place de la tête de Goliath. Comme une image, c'est le 4e à peu près qu'il a représenté comme ça à Naples. C'est quand il était à Naples, c'était comme une image de contrition, une image de punition, d'avoir tué un homme, et il méritait d'avoir la tête tranchée. Donc c'était il traversait une période très, très violente et très de grande douleur intérieure. Et pourquoi je vous ai montré ce tableau? Parce que Ernest Pignon-Ernest s'est inspiré de ce tableau du Caravage pour faire lui-même un collage, un dessin, où il représente d'un côté évidemment la tête du Caravage et de l'autre côté la tête de Pasolini. C'est un parallèle qu'il fait entre ces deux artistes, ces deux hommes torturés, c'est des hommes écartelés, et aussi la finitude de ces hommes, violente également, dans le sens où ils ont osé ne pas se conduire dans la normalité, et ils ont eu une fin violente. Donc ça, c'est une image dont on ne voit pas bien. C'est pour ça que je vous ai montré l'autre étude où on voyait d'un côté, il avait mis représenté la tête de Pasolini et l'autre du Caravage. Alors, là, je vous ai présenté la mort de la Vierge parce que c'est pas le bon endroit pour la présenter, mais dans l'image que je vais vous présenter plus tard, il a fait également une représentation de la mort de la Vierge en dessin qu'il a collé. Mais il s'est inspiré, et vous allez comprendre au fur et à mesure, je vais vous montrer l'image, il s'est inspiré d'un tableau du Caravage où il a représenté la mort de la Vierge. Donc vous voyez la Vierge, et vous voyez ici, assis sur la chaise, dans une position accablée, c'est Marie-Madeleine. Et donc, Ernest Pignon-Ernest a représenté, a collé dans Naples un dessin représentant la mort de la Vierge, parce que
Donc ça, c'est son dessin de la mort de la Vierge. Ça, c'est une étude et je vais vous montrer le résultat. Parce que lorsqu'il est arrivé à Naples, donc Ernest Pion-Ernest est athée, mais ça n'empêche pas il a dit qu'il s'est rendu compte que l'handicap, c'était un handicap pour lui de ne pas connaître, de ne pas avoir une culture religieuse. C'est vrai que lorsqu'il était petit, chez lui, il n'avait pas de culture religieuse. Son père était communiste, il me semble. Il n'avait pas de culture religieuse, la culture des livres, mais ils avaient une culture des sports. Et donc ses frères et sœurs, ils faisaient beaucoup de sport, et lui, il faisait du football, et il a fait la barre parallèle, et après, maintenant encore, il est passionné de vélo. Le mot Ventoux, un tas de choses, il est très passionné de vélo. Mais il n'avait pas cette culture religieuse. Et il a constaté que c'était un handicap. Et donc il a voulu rattraper cet handicap. C'est pour ça qu'on va voir des images religieuses, hein, des icônes, des représentations de la Bible, etc. Lorsqu'il est arrivé à Naples, donc il a fait une étude approfondie de Naples, de son histoire, puisqu'il y a 3000 ans d'histoire à Naples. Il y a grec, romaine, et ensuite il y a des traces du passage des Espagnols au XVIIe siècle. Donc il a même dit, quand je colle à Naples sur les murs, en bas c'est grec, il y a des pierres grecques, après il y a des pierres romaines, et après il y a des traces du XVIIe siècle quand il y avait les Espagnols à Naples. Donc c'est une ville très riche et c'est un cadeau pour lui, en tant qu'artiste, dans sa partie. Et donc il a étudié, comme je vous dis, l'histoire, il a étudié les rues, il a beaucoup marché dans Naples, comme il marche toujours, il a étudié d'où venait la lumière, à quelle heure elle se couchait, il a été dans des endroits pour savoir à telle heure il y a la lumière comme ça, à telle heure il y a tout ça, parce que une de ses références, c'était le Caravage. Le Caravage, comme vous savez, c'est l'ombre et la lumière, les ténèbres. C'est un des artistes qu'on reconnaît lorsqu'on voit un tableau très sombre, avec ces ténèbres et puis un petit lueur de lumière, on sait que c'est le Caravage. Donc lui, il a voulu s'approprier un peu les tableaux du Caravage et la façon... donc Naples, c'était pour lui le Caravage et Pasolini. Donc il a fait ses études très poussées sur la symbolique, sur les icônes religieuses, et il a lu donc la Bible, et il a lu une centaine de livres, jusqu'au dernier livre du dernier roman qui avait paru quand il était. Donc il a lu beaucoup, donc il a fait énormément de recherches. Quand je vous dis que c'est bien au-delà du street art, c'est l'art urbain, mais c'est aussi toute une recherche pour mettre en valeur ces dessins qui n'ont que de la valeur par rapport au lieu où ils figurent. Et donc il a fait par rapport à ce tableau, mais comme vous avez vu, il y avait la mort de la Vierge, et il y avait Sainte Marie-Madeleine devant, qui annonçait la mort de la Vierge, enfin qui était là devant, entre les spectateurs et le tableau. Et il a voulu faire aussi comme le Caravage, c'est-à-dire que là vous voyez qu'il a collé son dessin du mort de la Vierge, de la mort de la Vierge, dans le quartier très populaire de Spacca Napoli, dans le Scampia, le quartier de Scampia. Et ce qu'il a trouvé, et là il a un peu été, parce que les rues sont très étroites, par contre il y a des immeubles très grands, mais les rues sont très étroites et c'est complexe des fois pour mettre en scène ces images. Mais en allant dans les rues et en parcourant les rues de la vieille ville, il est tombé sur ces deux femmes qui étaient là tous les jours, toute la journée, d'un certain âge, qui étaient là et qui vendaient des serpillères et du tabac de contrebande. Donc, il a dit, bingo, entre guillemets, il a dit c'est là que je vais coller mon dessin. Parce qu'elles serviront de veilleuses à la Vierge Marie. Ça sera les veilleuses. Donc, une anecdote encore à ce sujet.
il est revenu, bon, il a eu une coupure, il est parti, il est revenu peut-être 2 ans après. Et il avait le dessin qu'il avait fait, non, il avait fait une photo des 2 femmes à côté de son œuvre, et il voulait leur remettre cette photo. Et il est venu, et il y en avait une des 2 qui avait disparu, qui était morte entre-temps. Donc, il a... comment dire, il a voulu, il l'a dessiné, la seule qui restait, il l'a dessiné, et il l'a mis, il l'a collé, je vais vous montrer où il l'a collé. Et entre-temps, quand il revenait, il y avait une vitre à un moment dessus. Parce qu'en fin de compte, cette personne était devenue comme une icône, cette dame du quartier qui faisait partie des personnes du quartier. Et lui, il a dit non, il ne faut pas mettre une vitre sur le dessin va disparaître quand ça sera le moment, moi je ne veux pas de vitre. Il fait, ouais, mais bon. Il fait non, je reviendrai et je le referai. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est quelque chose quand même d'extraordinaire d'humanité, de tenir compte de ces femmes qui étaient là depuis des jours, dont une avait disparu, et il voulait perpétuer. Et depuis, ça c'est une belle anecdote, voilà, cette femme qu'il a dessinée, celle qui a disparu, et il l'a mise là, et au-dessus, comme quoi c'est devenu comme une icône, les personnes du quartier ont installé au-dessus une lucarne où ils ont mis sa photo et une petite lumière, comme pour vénérer une personne, et ça c'est quand même incroyable, quoi. Voilà. Donc ces dessins, ces images ont le pouvoir de, comment dire, et spécifiquement à Naples, ça c'est Naples, ça a été un endroit, je pense que j'ai ressenti ça à travers ses témoignages, ses écrits, etc., et son travail, que c'était et j'ai entendu des témoignages sur vidéo de gens qui habitaient là-bas. Ils ont été époustouflés par ce qu'ils voyaient au petit matin, mais qui a fait ça, qui a fait ça. Il avait même une anecdote, il a rencontré un prêtre, bon ça je vous le raconte après, parce qu'il faut l'image, il faut l'image qui va avec, voilà, je vous le raconterai. Donc on passe également, comme je vous ai dit, il a fait de recherches sur l'histoire, et c'est une histoire qui remonte bien sûr à 3000 ans, donc l'histoire à Naples ne s'efface jamais. Il a fait donc sur un parcours spécifique où il y a 2 églises d'ex-voto, une église d'ex-voto pour le tremblement de terre qu'il y a eu en 1980 et une église d'ex-voto pour l'épidémie qu'il y avait eu en 1600 et quelques à Naples, qui avait fait énormément de morts. Donc là, il a représenté effectivement la mort causée par cette grande épidémie qui a eu lieu. Et là, il s'est inspiré de dessins qu'il avait vus au sujet de la peste, comment l'homme tenait ou portait la personne qui était mourante et qui l'évacuait dans un endroit. Et là, il a fait donc il a fait plusieurs dessins de ce style, mais dans un endroit spécifique qu'il a choisi. Sur le sol, il y a à peu près, on le verra mieux dans une autre image, il y a à peu près 30 mètres carrés de dalles qui font 80 cm de longueur sur 40 cm de largeur. Et ce sont des dalles qui ont été faites avec des pierres qui viennent du Vésuve, des pierres noires. Et il a choisi cet endroit très spécifiquement parce qu'il y avait ces dalles noires pour coller ce dessin. Parce que il montre les mains qui traînent par terre, il y a la fragilité de la main qui rencontre la dalle noire qui a plusieurs siècles d'existence
et pour faire une analogie entre la fragilité de l'être, la fragilité du papier toujours aussi parce que c'est un papier très fin et qui, même au contact de la colle, peut un petit peu parfois adhérer tellement à la pierre qu'on dirait que le dessin suinte de la pierre, et ça c'est fait exprès. Et donc il a fait sur un parcours et il a collé ces images, celle-là et d'autres je vais vous montrer, entre la nuit du jeudi et du vendredi saint. Et ça, c'est fait exprès. Et les Napolitains qui sont très croyants. Alors, Naples, il y a la mort, il y a la Camorra, il y a la mafia, donc on peut croiser un homme avec des morts par terre avec des papiers journaux sur lui, il a été éliminé. Il y a mais il y a aussi cette présence très forte des traditions religieuses, et c'est pour ça que Ernest Pignon-Ernest trouvait que c'était un handicap de ne pas avoir de culture religieuse, et il l'a vite rattrapé parce que ça servait également beaucoup sa démarche de création par rapport au lieu. Donc il a fait tout ce travail en collaboration avec les Napolitains, leur culture, leur histoire, leur symbolique, tout ça réuni. C'est pour ça que ça donne une telle force à ces dessins. Non seulement par la technique, parce que je vais vous parler également tout à l'heure sur un dessin, ça sera plus facile, de la technique, comment il s'y prend pour faire ses dessins, qu'est-ce qu'il utilise comme matériel, et par la symbolique. Et justement, pour parler de ce prêtre, un coup il marchait, et il y a un prêtre qui l'aborde, mais il ne savait pas qui c'était. Il dit, vous vous rendez compte, ils ont, un matin on s'est levé, on a vu ça, on ne sait pas qui c'est, et c'était dans la période du jeudi, vendredi saint, ou de Pâques, enfin je ne sais plus. Et pour lui, ça lui semblait à ce prêtre extraordinaire, quoi, parce qu'ils sont une grande superstition également. C'était un mélange du sacré et du laïque. Donc là, c'est une deuxième fois qu'il utilise ce soupirail, le soupirail qu'il avait utilisé à Avignon lorsqu'il avait fait son travail sur les immigrés qui sortaient de terre. Et là, donc, c'est également toujours au sujet de l'épidémie de peste, et aussi il représente au ras du sol dans un soupirail parce que à Naples, du moins, c'est très flagrant, le sous-sol, ce qui est en dessous le sol est un rapport avec la mort. En dessous, en plus, il l'a mis dans un endroit où en dessous il y a les catacombes. Donc, c'est un endroit très en relation avec la mort, ce qui est au sous-sol. Donc là, il a pris aussi, pour ces images-là, et donc il s'est inspiré d'un tableau de Luca Giordano, qui est le Saint Janvier ou San Gennaro, c'est un saint qui a sorti les personnes de la peste au 15e, 16e siècle. Donc la position du corps, il s'en est inspiré pour faire ces dessins qu'on trouve à Naples dans le soupirail. Et là également, et là ce qu'on voit également, c'est cette femme dans la rue, et là qui voit ça et qui se demande mais d'où ça sort, comment elle est interloquée de voir ce personnage qui sort comme ça du sous-sol et qui paraît venir d'un autre monde, mais qui est tellement... Parce que il y a aussi quelque chose que je dois éclairer sur la manière de procéder de Ernest Pignon-Ernest. Ces images, ça correspond toujours au fictif, c'est pas la réalité. Il veut bien, c'est important, c'est pas la réalité. Donc c'est pour ça qu'il fait que du noir et blanc. Il ne fait pas de la couleur. Il fait que des dessins en noir et blanc. Ce n'est pas la réalité, le noir et blanc. Voilà. Et c'est marrant parce que en faisant des recherches, enfin non, en tombant lors de mes recherches, j'ai trouvé
le film, par exemple, de Mamma Roma de Pasolini était tourné en noir et blanc. Donc, tiens, ça m'a fait tilt. Et par contre, ce qui fait que la réalité, il la donne par des images d'hommes, quand il est fait debout, c'est debout, et c'est à l'échelle 1, c'est-à-dire c'est à grandeur d'homme. Et ça, c'est ce qui nous rapproche, c'est un humain fictif, voilà, mais c'est à l'échelle 1. Ça, c'est une précision. Alors, Antonin Artaud ou la douleur. Alors, Antonin Artaud, c'est un poète également qu'il a voulu représenter, et c'est toujours de la même veine, c'est-à-dire des personnages qui ont beaucoup souffert, parce que, en fin de compte, Ernest Pignon-Ernest est, comment dire, c'est un messager, il représente, c'est un défenseur de l'injustice, et il représente la douleur, la souffrance qui est faite aux hommes, il la représente. Tout ça pour éveiller les consciences, et c'est parce que il ressent au fond de lui sans doute la souffrance que ces personnes ont traversée, et il veut la mettre en lumière. Donc Antonin Artaud, c'est un poète, il a fait mise en scène de théâtre, journaliste, mais c'est surtout une personne qui depuis petit a souffert de maladie, a souffert énormément. Et ça, c'est incroyable. Bon, ses parents étaient consanguins, ses grands-mères étaient cousines, enfin, ça a dû participer. Donc il a été très malade de petit, syphilis, il a eu un cancer du dos, il a été dans des endroits psychiatriques, etc. Mais alors il était très beau, et on va découvrir, au fur et à mesure qu'il a avancé, il est devenu, comme ces affiches, comme ces images qui se détruisent petit à petit d'Ernest Pignon-Ernest, de par la météo ou quoi, il s'est décrépit, la maladie l'a rongé, l'a déformé. Et il a vécu une vie de souffrance totale. Totale, c'est peu de le dire. Et ça a servi sa création, Donc, il a eu la possibilité d'avoir il a pu rentrer dans cet hôpital Charlefoix qui était il savait plus quoi. Et Charlefoix c'est à Ivry, et c'est là où Antonin Artaud a été soigné. Et lui aussi, Ernest Pignon-Ernest, il a un atelier également à Évry, pas loin du périphérie. Et il s'est servi d'un mur déjà complètement défoncé, avec des trous, des fissures, etc., qui faisait penser justement à l'état de maladie de Artaud, à Antonin Artaud. Et là, il a représenté de dos nu, et qui se gratte les vertèbres et la colonne vertébrale. Il avait vu une photo de lui qui était assis sur un banc vers Ivry, et bon, il n'était pas nu, mais il se faisait une point d'acupuncture sur sa colonne vertébrale. Et il se faisait ça parce qu'il souffrait énormément du dos, puisqu'il avait un cancer du dos. Il avait pris sans doute un crayon et il faisait ça. Et donc il a voulu le représenter de dos, un très beau dos, mais avec ce geste qui était pour se soulager de la douleur qui le rongeait et qui le faisait souffrir énormément. Et donc il a voulu sciemment, à l'aide de ce mur qui est déjà défoncé et dans l'état où il se... déjà un mur rongé par l'usure du temps, alors que lui, il est rongé par la maladie. Donc on a vu la photo d'Antonin Artaud au début, très beau, et voilà le visage et la douleur et la souffrance qui l'ont
métamorphosé et transformé comme donc ça pose également la question toujours sur la finitude et de nos vies et c'est une question philosophique. Là, c'est un travail sur des cabines téléphoniques qu'il a fait à Paris et à Lyon en 1999. Il a voulu représenter, j'ai voulu mettre ultra-moderne solitude, c'est une expression qui m'est revenue d'une chanson d'Alain Souchon, mais qui représente tout à fait donc, cet endroit de communication qui était la cabine téléphonique, mais un endroit où on se sent très seul. Et il a mis, alors on voit peut-être pas bien, mais j'ai une autre photo où il a mis des dessins de personnages complètement accablés dans cette cabine téléphonique et qui ont l'air d'être dans cet endroit aseptisé de verre, de métal et cette lumière verte un petit peu extraterrestre qui tombe dessus, qui accentue la froideur de l'endroit et la solitude et de ces personnes. Donc il a voulu représenter dans ces grandes villes l'extrême solitude de personnes qui essayent de joindre quelqu'un. Par exemple, il avait vu sortir d'une cabine téléphonique une femme, non, pas sortir, mais il avait vu parce qu'il observe, il marche, de nuit, etc. C'est son travail de créateur pour représenter. Il représente la souffrance humaine et qui le touche profondément. Donc il a vu une femme qui raccrochait et qui avait l'air vraiment pas bien, et il a ressenti comme si ça devait être un drame, ce qu'on lui avait annoncé. Et donc il a représenté cette solitude immense des êtres dans les grandes villes ou ailleurs. Et là, on voit donc dans cette cabine ce personnage qui est complètement prostré et qui est complètement perdu dans cette cabine, comme enfermé en plus, comme enfermé dans cette cabine avec sa souffrance et sa solitude. Ça fait, ça accentue aussi en plus. Cet univers clos de verre. Alors là, donc l'effet de Pietà, Ernest l'utilise beaucoup. Une Pietà, c'est religieux, c'est la Vierge Marie qui porte son fils, qui vient de descendre de croix, elle le porte, donc elle porte toute la souffrance dans ses bras, et c'est une image de mort. La Pietà, c'est essentiellement religieux, une image de mort, et donc il l'a représentée assez souvent, comme une image que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, c'est une image, une Pietà sud-africaine, mais c'est aussi en Afrique du Sud, où en 1976, il y a eu une répression, une manifestation de jeunes qui a été réprimée durement par l'armée là-bas. Et donc, il a voulu, l'image au départ, c'était un jeune homme qui s'appelait Hector Peterson de 12 ans, qui est mort sous les balles de l'armée, qui l'a touché mortellement. Et lui, il a voulu transformer, et cette image qu'il a voulu occulter, enfin pas occulter, mais la transformer. Et à cette période-là, c'était la période beaucoup de sida un peu partout, et beaucoup dans ces pays-là dont les moyens étaient... Bon, en général, les moyens n'étaient pas très développés, mais là encore plus. Et donc, il a voulu, au lieu de représenter cette image de ce jeune homme qui est mort sous les balles, il a représenté ce dessin de femme qui porte son fils, mais qui est mort du sida, en fin de compte. Il a transposé cet événement de 1976 comme une image pour également... dire qu'il s'engageait également contre ce sida qui était parvenu, arrivé sur Terre et qui complètement nous anéantissait. Alors, un autre écrivain et poète qu'il admire, c'est Jean Genet. Jean Genet, encore un personnage qui est très
comme un voyou, c'est un voyou dans le sens, c'est un homme qui est venu contre, il n'a pas respecté les règles que l'on met, enfin que les lois instruisent, mais donc il s'est d'abord, il est né, il a été abandonné, il a fait très tôt de la maison de rééducation, il a été très tôt confronté à la violence et à la souffrance, mais lui, il s'en est relevé en tant qu'un peu voyou, il a lutté, il a été confronté. Donc là, il a voulu le représenter à Brest en 2006. C'est un endroit où il avait été accusé de vol et qu'il avait, fait de la prison. Et à la suite de ça, en 1947, il avait sorti un livre qui s'appelle La Querelle. Donc il a voulu le représenter, mais d'une façon... alors là, je vais vous parler de sa technique. Donc là, au milieu des docks, les docks de Brest, avec du fer, des choses comme ça. Donc, et il l'a représenté sur un mur avec des graffitis, et avec deux hommes, un trio, deux hommes qui le soulèvent comme ça, sur la paroi. Donc là c'est un peu plus clair. Donc, alors, c'est soit il a représenté soit en Christ sur la croix, ou soit comme un voyou. Et là, il y a deux personnes qui le soulèvent. Alors, pour faire cette œuvre, cette représentation, ce dessin, il a demandé à des personnes qui étaient des danseurs de venir dans son atelier. Il a fait, d'après ces danseurs, il a fait cette image. Oui, donc, c'est une image assez sensuelle, dans le sens par la disposition du corps. Et vous avez également par la disposition des mains qui sont sur la peau, la chair de celui qui représente Jean Genet. Alors, ce qu'il utilise pour les dessins en général, bon, pour le papier, je vous ai dit, c'était du papier soit très fin, du papier journal, les déchets de rotative, lorsqu'ils font les journaux, ils vous donnent les déchets de rotative, donc qui sont très fins. Et il utilise d'abord du fusain. Donc le fusain, c'est un moyen de... il utilise ça, c'est un moyen qui s'efface facilement. Le fusain, ça s'efface facilement. Donc il utilise d'abord du fusain. Bon, pour celui-là, il a utilisé de la craie blanche. Donc la craie blanche. Après, après le fusain, il utilise la pierre noire, un crayon en pierre noire. Pierre noire, c'est à base de pierre du schiste. Et ça c'est utilisé par les dessinateurs depuis la Renaissance. Et c'est un crayon qui est mat et sombre et qui est plus précis parce qu'il nourrit son dessin. Au départ, il met comme ça des traits sur la feuille, après il nourrit son dessin, comme il dit. Donc il fignole, c'est des dessins très travaillés, très architecturés, très pensés, parce que pour que ces dessins vivent dans l'environnement et qui sautent aux yeux des passants, il faut qu'ils soient très travaillés, très architecturés. Donc il utilise après le crayon pierre noire, et après il utilise une gomme en dents de scie. C'est-à-dire que là, par exemple, pour faire le volume et la texture, le creux, le volume, il utilise la gomme en dents de scie et il enlève, par exemple, du noir, il enlève, et c'est là qu'il fait, il crée le volume de son dessin, où il va en créer, et il travaille comme un sculpteur, avec une sculpture, c'est-à-dire le sculpteur, il enlève de la matière, etc. Il travaille comme un sculpteur lorsqu'il fait ses dessins. Alors là, c'est une autre aventure, c'est alors extase. Il en a fait plusieurs endroits, et ça je vous parle de celle de 2008, mais c'est celle qu'il a fait en premier, et après il en a fait plusieurs, à Paris, à Nice, à Lille. Alors il a présenté, alors ça lui est venu à Naples, il a lu un vers de Nerval,
de Nerval. Et donc il a eu l'idée de se confronter, entre guillemets, aux 7 ou 8 femmes de Jésus-Christ, enfin maîtresse de Jésus-Christ, comme il dit. Et donc il a voulu les représenter dans leur état d'extase. Lui qui représente des corps, il a voulu représenter un état. Donc il a... alors, qui sont ces mystiques? Je vous donne les noms de celles que je connais, parce qu'il a cité des noms que je ne connaissais même pas, donc je ne sais pas. Donc il y a Marie-Madeleine, il y a Thérèse d'Avila, il y en a quelques-unes, enfin. L'important, c'est qu'il a représenté ça. Alors, il les a représentées comme si elles tenaient debout. L'installation, c'est une installation très particulière. C'est comme si elles tenaient debout. Alors, il l'a mis sur du papier qui était légèrement encore enroulé. Voilà. Après, sur une étendue d'eau noire. Et la lumière a été utilisée soit des jeux de lumière très spécifiques, soit pour éclairer un visage, ou soit pour mettre de l'ombre sur un visage. Et c'est surtout, il a voulu représenter des femmes qui ont été, comment dire, prises par cet amour inconsidéré du Christ, et dont le corps a été... Le corps, c'est un peu quelque chose de sacré, de profane, parce que ce corps d'amoureuse, ce corps qui jouit, ce corps qui souffre, parce que de trop grande extase, trop grand plaisir, et donc il a dû représenter sur ses visages et sur ses corps la manifestation de ce qu'elles vivaient à l'instant où elles étaient en extase. Donc c'était comme un défi qu'il s'est donné, un grand défi par rapport justement à lui qui était un néophyte dans cette culture catholique et chrétienne. Il a fait du chemin depuis, et il a voulu représenter ce qui est difficilement compréhensible par nous autres. C'est un état de grâce quelque part, être en extase. Si on va par là, enfin en état de grâce je ne sais pas, mais d'après la religion, c'est qu'on a été choisi par un être divin au-dessus de nous, et qui nous a choisis qui nous a élus. Et cet état, c'est un défi qu'il a voulu représenter. Donc là, je vous montre quelques images de dessin. Donc Marie-Madeleine, ça c'est un esquisse de dessin. Donc vous voyez un petit peu le travail du dessin, les pliures du tissu, justement l'état, comment représenter un état pas représentable, difficilement représentable, où on est transporté ailleurs, où on est folle, où son corps ne nous appartient plus, et on est dans un état d'extrême, d'un transport charnel, et voilà, une extase. Voilà. Donc voilà Marie-Madeleine. Après il y a Thérèse d'Avila. Enfin, je montre, il y avait tout un corps, mais j'ai montré juste l'expression du visage, comment il a représenté cet état on n'est plus ici-bas, on est dans un autre monde, on est touché par une grâce. Donc là également, alors il a fait appel à une amie à lui pour justement s'inspirer d'un corps, et c'est une danseuse du ballet de Monte-Carlo, c'est Bernice Copirs, qui est une danseuse étoile. Donc il a fait venir, et il lui a demandé sans doute de poser et tout pour s'inspirer, pour faire les dessins de ces personnes. Donc c'est vrai que c'est de l'expression corporelle. On n'est pas statique,
ça se manifeste par des expressions corporelles très, très violentes. Alors là, c'est une expérience aussi à la prison Saint-Paul à Lyon. On a demandé, les prisonniers avaient demandé qu'ils viennent faire des ateliers de peinture, des ateliers, et il y avait aussi quelque chose entrepris par des artistes également, faire des débats entre les prisonniers, les artistes, des échanges, la création, créatif, etc. Et donc il est intervenu dans cette prison où il y avait, mais après il n'y avait plus de prisonniers, elle est devenue une faculté à Lyon. Et il a représenté, ça c'est des murs carcérales, donc les murs où il a l'habitude d'apposer ses dessins ont encore une autre dimension, c'est pour dénoncer les conditions extrêmement dures, les conditions de vie carcérale, sans rentrer dans les considérations, il est là parce que si, il a fait ça, etc. C'est les conditions en elles-mêmes. Donc il a fait des linceul qu'il a accrochés au mur. Là, on voit à travers ces linceuls la forme d'un être, d'un homme, mais qui n'est plus. Ce sont des linceuls. Donc, évidemment, il y a aussi cette prison Saint-Paul qui a une connotation historique très forte, dans le sens où, pendant la Deuxième Guerre, il y a eu Jean Moulin qui a été interrogé par... il y a eu la Gestapo, Barbie, etc., où il en est mort. Donc il y a aussi toute une historique de résistants qui ont perdu leur vie dû à un engagement très fort pour la liberté des autres. Et donc... il a fait également donc, toute une rangée d'hommes collés, ces dessins collés à la paroi, qui sont des ombres alignées, comme ça, donc déshumanisation du milieu carcéral, où justement les hommes perdent toute dignité, effectivement, donc il a voulu dénoncer ça, et c'est extrêmement... parlant, et ça soulève des questionnements effectivement philosophiques également. Donc là, c'est une image de tous ces linceuls qui sont mis sur ce mur, et moi ça m'a fait une image de cafard sur le mur. Je sais pas, ça m'a fait un drôle d'effet. Mais c'est justement ces murs suintent de la mort de tous ces... Ça amène à la mort de l'être humain. Donc lors de son passage donc on arrive bientôt à la fin de son parcours, de ce que j'ai voulu vous montrer et ce que je vous ai montré de son parcours artistique. Et il y a aussi des rencontres, comme il a rencontré lors de son passage, mais en 2015, parce que en 2015 il est retourné à Naples, et 40 ans après la mort de Pasolini, il a voulu recoller un dessin que je vais vous remontrer, la Pietà, où Pasolini se porte lui-même. Il a voulu le remettre dans des endroits spécifiques, comme dans à Rome, de ce coup-ci. C'était pas à Naples, à Rome, mais là je parle de Naples, mais c'est autre chose. Mais c'est aussi dans la rencontre en 2015, il a fait cette rencontre. Donc déjà, là, lorsqu'il est retourné à Naples, il a rencontré une personne qui s'appelle Davide Cerullo, et c'est un napolitain du quartier de Scampia, qui il a été happé par la Camorra. Quand il avait 13 ans, il a passé des années de prison, il est tombé dans la criminalité. Mais son temps de prison lui a permis de réfléchir, et il a réalisé
Et il a dit, c'est pas parce que j'habitais Scampia que je suis tombée dans la criminalité, c'est parce que je manquais de culture. Et là, il a lu des poètes, il a lu des livres, etc. Et lorsqu'il est sorti de la prison, il a écrit un livre dont Ernest Pignon-Ernest a fait les illustrations, et il a fait aussi des photos. Et il s'occupe d'enfants, et comme vous pouvez le voir, la cultura è l'unica arma di riscatto. Donc pour lui, ça aussi, c'est une prise de conscience en disant que la culture peut nous sauver de toute condition d'où nous venons. Donc il y a aussi cette lumière qui ressort de cette noirceur. Donc cette image qu'il a collée à nouveau en 2015, qu'il est venu apposer en 2015 à Rome, au quartier de Trastevere, où il aimait aller aussi, où il avait un endroit où il allait, et également sur à Ostie, près de la plage où il a été assassiné. Il a remis une image. Et donc, pourquoi? Alors, là, il l'a représenté tel qu'il était habillé lorsqu'il a été assassiné en 1975. Et ça, il l'a vu d'après des photos de la police qui a constaté son décès après son assassinat. Donc il avait ce t-shirt, il avait ce jean, ses bottes. Et pourquoi a-t-il représenté Pasolini se portant lui-même? Ça veut dire, c'est un message en disant « Qu'avez-vous fait de ma mort ?» Qu'avez-vous fait de ma mort, dans le sens où je vous avais prévenu de ce qui allait arriver, l'acculturation, la barbarie de la société de consommation, etc., etc. Et vous, est-ce que vous en avez fait? Rien du tout, c'est toujours pareil, c'est pire. Donc, est-ce que ça veut dire je suis mort pour rien? J'ai lutté contre ça, mais ça arrivait quand même. Mais bon, c'est dans cet ordre-là qu'il a voulu, pourquoi il l'a représenté, qu'avez-vous fait de ma mort? Il le présente comme... c'est aussi profane et sacré en même temps, puisqu'il fait une référence à la Pietà. Donc là, je finis en disant, parce qu'en 2020, il a fait une rétrospective à Avignon sur toute son œuvre, et il l'a appelé Ecce Homo, voici l'homme, voici l'homme. Et j'ai voulu mettre ce dessin de Jésus-Christ, un dessin de Jésus-Christ avant la flagellation, qui pour moi, toute cette souffrance on a parlé de toute cette souffrance dont Jésus-Christ est le premier porteur de la souffrance, et est-ce que c'est un message philosophique, etc. Je ne vais pas partir dans cette voie-là, mais ça m'a inspiré de mettre ce dessin de Jésus-Christ avant la flagellation pour dire voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme, c'est le représentant de l'être humain. Et un petit clin d'œil avant de clôturer quand même à cette statue qui a été faite d'après le dessin de Ernest Pignon-Ernest, qui est Pépin, la déesse et la mère. Pépin, c'est Garibaldi, on l'appelait Pépino, Garibaldi, enfant. Garibaldi, enfant qui était de famille d'un pêcheur, qui habitait vers le port, et il est assis sur la victoire de Samothrace, voilà, qui nous fait un clin d'œil, et qui est sur le chemin du tramway vers Garibaldi ou le château, par là. Voilà, j'ai voulu vous montrer cette image de cette statue dont Ernest Pignon-Ernest est à la base de la création. Voilà. Et bien j'ai fini, j'espère que...